Bien, bonsoir tout le monde. Alors, j'avais prévu un petit effet, mais il va être déjà un petit peu galvaudé. Qu'est-ce que représente pour vous Fahrenheit 451? Alors, c'est un livre, mais pourquoi 451 Fahrenheit? Bonne question. En fait, c'est la température à laquelle s'enflamme un livre. Voilà, donc c'est effectivement un livre, comme ça a été dit, de Ray Bradbury, mais ça a été aussi un film de François Truffaut, le seul qui ait été en anglais. Donc en fait, je voulais dire avec ce livre, effectivement, que certaines sociétés éprouvent le besoin de brûler des livres, alors que d'autres vont chercher à, au contraire, les améliorer. On va voir à la fin, en conclusion, un petit peu pourquoi. Voilà, donc là j'avais retracé aussi un petit peu l'évolution des tablettes d'argile, du papyrus, du parchemin, du papier, ensuite du codex, au rouleau continu, aux incunables, et pour arriver, comme on l'a dit aujourd'hui, à la liseuse électronique. Donc aujourd'hui on en est à l'e-book. Donc tout à l'heure, on posait un peu la question. En 2021, c'est la seule statistique que j'ai pu avoir récente, 21% des Français en ont lu, au moins un. Et ça représente, comme ça a été dit, à peu près 8% des achats. En 2023, 29% des livres lus sont numériques. Sauf, bien sûr, tout ce qui est professionnel, parce qu'il est clair que les universitaires, par exemple, lisent beaucoup de livres numériques. Alors, il y a eu une question tout à l'heure aussi, effectivement. La dématérialisation, c'est bien parce que ça entraîne moins d'utilisation de matière, mais qu'en est-il de l'empreinte carbone? Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, une liseuse, ça consomme 150 à 300 kg de CO2 et que c'est plus important qu'un livre papier qui ne représente qu'1,3 kg de CO2. Donc c'est vrai que le numérique, ça peut présenter, hein, on a a priori l'impression que ça risque d'être intéressant écologiquement parlant, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Alors en France, le livre papier est préféré encore, hein, y compris chez les jeunes. Ce qui a été dit, hein, le toucher, la sensation, et peut-être aussi le fait qu'on a eu cette habitude-là. Mais c'est moins vrai chez les anglo-saxons, qui, eux, sont plus portés sur le livre numérique. Et on s'est aperçu également que finalement, l'apparition des livres numériques ont favorisé la lecture des livres papier. Certains ont commencé par le numérique et finalement se sont intéressés à la lecture de ce fait. Alors, je passe à l'écriture. Donc, c'est intéressant le livre parce que, comme le dit Horace, les écrits restent si les paroles s'envolent. Donc, si on veut avoir une mémoire des choses, il faut quand même peut-être les écrire. Et là aussi, il y a eu toute une évolution qui a été dite, du crayon à machine à écrire, au personnel computer. Je me souviens que quand j'ai commencé ma recherche, comme ça a été dit, hein, j'écrivais sur du papier. Après, je faisais des découpages parce que je voulais modifier l'ordre des choses. Et quand le traitement de texte est apparu, j'avoue que ça a été quand même une grande aide pour moi. Et j'ai beaucoup écrit, puisque j'étais enseignant universitaire, surtout sur ordinateur. Et alors aujourd'hui, eh bien, c'est l'intelligence augmentée. Alors là, je reprends le terme de Luc Julia, qui est intervenu dans une de nos anciennes conférences. Hein. Plutôt que de parler d'intelligence artificielle, hein, parce que ce n'est pas tellement de l'intelligence, hein, c'est plutôt une intelligence augmentée par l'ordinateur. Donc,
tout à l'heure, c'était un peu dit, hein, Amazon a été, comment dirais-je, bombardé par tout un tas d'écrits effectués par l'IA, à tel point qu'ils ont été obligés de mettre des limites, c'est 3 livres par jour et par auteur. Hein. Sinon, ils n'arrivaient pas à suivre. Après, je vous cite aussi... alors, Claude 3.5 Sonnet, c'est une intelligence artificielle française. Hein, et il y a quelqu'un qui a fait cette expérience. Alors, Jean-Michel Claude n'existe pas. Hein, c'est un nom d'emprunt ou qui a été créé par l'intelligence artificielle, augmentée plutôt. Il a écrit donc Néopolis, l'aube de la liberté. Ça a été présenté à un éditeur et l'éditeur a dit clairement qu'aucun éditeur digne de ce nom n'oserait publier ça. Pourtant, il y a une japonaise, hein, Rikudan, qui a obtenu l'équivalent du Goncourt avec un livre dans lequel il y a 5% d'intelligence augmentée. Donc, on voit bien que ça doit être complémentaire, ça peut être utile complémentairement parlant, mais un livre entièrement conçu par l'intelligence artificielle, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. À tel point qu'aujourd'hui, eh bien, on a inventé un label, hein, qui est le label Création humaine, pour quand même le distinguer, parce que tous ceux qui utilisent l'intelligence augmentée ne le disent pas, ou ne l'écrivent pas en tout cas. Alors pourquoi il y a une différence? C'est parce que chaque auteur puise dans ses émotions et dans sa raison, qui sont très personnelles. Alors que l'IA, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de profondeur, elle n'a pas de compréhension en fait, de ce qu'elle écrit. Comme ça a été dit, hein, c'est simplement mathématiquement ou en termes de probabilité, quel est le mot qui va suivre plus généralement tel autre. Hein. Donc il n'y a aucune compréhension du texte. Sans compréhension et sans créativité. Donc de ce fait, hein, je pense que l'écriture restera encore humaine pendant très très longtemps, même s'il y a fait des progrès. L'écriture donc cherche à transmettre des savoirs et à les mémoriser, mais est-ce qu'on écrit que pour le lecteur ? Et alors, je me suis aperçu que l'écriture, ça rapportait aussi beaucoup à l'écrivain. Moi-même, j'ai eu une petite déception sentimentale et toutes les nuits, je me suis sauvé en écrivant un roman, 300 pages. Donc ça m'a apporté beaucoup. Donc on voit que ça soulage les douleurs du corps, ça lutte contre la dépression, ça permet de se libérer du stress, ça améliore le sommeil. Là, non, pas pour moi, parce que je vous dis, j'ai pas dormi, j'ai écrit. Et ça permet d'atteindre aussi ses objectifs. Mais à condition d'avoir une écriture expressive, c'est-à-dire qu'il faut vraiment y mettre dedans des sentiments, ce qu'on vit, pas, enfin, ce qu'on ressent plutôt. C'est aussi bien sûr un outil de créativité, d'épanouissement, de bien-être, de socialisation, de compétences de communication. Donc l'écriture, ça apporte aussi... c'est vrai que c'est le lecteur qui fait le livre, hein, mais ça apporte aussi à l'écrivain. Donc l'écrit, comme la parole, a la liberté de la représentation. Il peut être à tort ou à raison subversif. C'est pour ça que parfois on veut les brûler, les livres. Hein. On peut tout écrire. Il y a une certaine liberté par rapport au réel, qui lui est ce qu'il est. L'écrit, lui, il peut imaginer, il peut inventer, il peut se détacher du réel. Alors, il y a une question qui s'est posée aussi. Voilà. C'est la question de qui est propriétaire d'un écrit de l'IA. Pour qu'on ait un droit d'auteur, il faut qu'il y ait une personnalité bien marquée, ce qui n'est pas le cas de l'IA. Alors, bien sûr, on pourrait dire que si on fait des prompts, selon la qualité des prompts, hein, on s'investit plus ou moins dans le résultat, mais jusque-là, ça ne marche pas. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de protection.
Alors, l'édition aussi, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a les scribes et les moines copistes, mais il faut voir que un moine copiste, il arrivait à faire 4 pages par jour simplement. Hein, donc il fallait pas mal de temps hein, pour réaliser la copie. Et ça précédait bien sûr l'imprimerie. Bon, ça a été dit, hein, c'est Gutenberg bien sûr, et à partir donc de cette invention des caractères métalliques mobiles, hein, que la copie s'est industrialisée. On arrive maintenant à faire beaucoup d'ouvrages chaque jour. Alors, le numérique permet l'auto-édition, ça a été dit aussi, hein, qui perturbe les maisons traditionnelles d'édition, hein, parce que quand on va voir un éditeur avec un manuscrit, il accepte ou il le refuse. Tandis que, justement, si on est dans l'auto-édition, il n'y a plus de contrôle du tout, tout peut paraître. Et à tel point que, bon, ceux qui sont certains de vendre beaucoup, comme Kylian Mbappé, hein, Riyad Satouf ou Éric Zemmour, etc., hein, pratiquent l'auto-édition. Comme ça leur permet donc de passer outre, encore une fois, les éditeurs. Alors après, on a parlé aussi de la distribution. Le lieu privilégié, c'est bien sûr la librairie. Seulement, voilà, dans les librairies, les livres ont un prix et ça écarte certains de la lecture. Alors c'est pour ça que pour porter la connaissance auprès de davantage de monde, eh bien, on est passé par les bibliothèques. Quand on va à la bibliothèque, c'est gratuit, hein, on peut lire tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, elle propose, ces bibliothèques, des livres numériques, hein, aussi, même parfois payants, hein, mais on peut y accéder. Alors on est allé encore plus loin, hein, puisque, encore une fois, si on veut qu'une grande partie de la population puisse s'instruire, il faut avoir une gratuité totale des livres. Et donc, c'est le projet Gutenberg, hein, qui a été initié par Michael Hart aux États-Unis il y a pas mal de temps. Il y a la Bibliothèque universelle aussi, il y a Gallica, hein, la BNF, Gallica, qui propose des livres gratuits, il y a Europeana, il y a Wikisource et Google Books, hein, donc tout un tas maintenant de possibilités de disposer de livres gratuitement. Alors ce qu'il faut dire, c'est que les versions numériques, c'est pas simplement scanner un livre. Hein. Un livre numérique, ça a quand même aussi une plus grande potentialité. Donc avec Eric, j'ai fait de l'enseignement assisté par ordinateur, de la FOAD, pardon, formation ouverte et à distance. Et là, on voit qu'il ne s'agit pas simplement de mettre un PDF en ligne, hein, il faut créer des hyperliens, il y a tout un tas de choses comme ça. On peut faire des enrichissements aussi, comme la réalité augmentée. On peut aussi mettre cette connaissance sous divers formats aussi. Hein. On peut lire on a dit, sur un téléphone, sur une liseuse, sur une tablette, sur un ordinateur. Donc tout ça, c'est aussi intéressant dans la version numérique qu'on ne trouve pas ailleurs. On voit donc que la circulation des informations est facilitée, ainsi que la traduction en langue, hein, ça par les intelligences artificielles. Donc on peut avoir un livre, on peut le traduire facilement maintenant, ou éventuellement, si on ne veut pas que ça soit su, le crypter. Je disais tout à l'heure que j'étais à l'enseigner au Vanuatu, hein, qui est aux antipodes, et quand on veut acheter un livre là-bas, même par Amazon, hein, le port coûte beaucoup plus cher que le livre. Hein, donc on comprend que parfois quand même, il y a quand même de l'intérêt à avoir des livres numériques. Et puis ça a été dit, hein, il y a les livres audio, les livres en braille qui permettent aussi de participer à l'inclusion.
Mais il y a quand même toujours un coût. De toute façon, il y a un coût de l'écriture déjà. L'auteur, pendant qu'il écrit, il ne fait pas autre chose. Il faut bien qu'il vive de son écriture. Il y a un coût après d'impression, il y a un coût d'édition, il y a un coût de distribution. Tout ça, ça représente des coûts. Alors même si certains essayent de mettre les livres à disposition gratuitement, il faut trouver des solutions pour qui va payer la licence, etc. Il faut quand même préserver les droits d'auteur et d'éditeur. Alors là aussi, je voudrais attirer l'attention sur le fait que quand on numérise des livres, ça a été le projet de Google dès le départ, il y a un problème parce qu'en fait, ils ne numérisent pas tous les livres. Ce sera impossible de numériser tous les livres. Donc, c'est qu'il y a un choix. Et quand on choisit de numériser, ça veut dire que on va quelque part imposer un certain nombre de pensées, d'idées. Et donc ça, c'est quand même dangereux par rapport à la domination idéologique. Et Google a été poursuivi un peu pour ça. Alors passons à la lecture maintenant. Il y a différents types, on l'a dit, de romans, des essais, de poésie, etc. Et là aussi, la lecture, ça apporte beaucoup de choses. C'est pas neutre. Ça permet de se divertir, de s'instruire, on l'a dit, de se faire plaisir. Ça développe la mémoire, les capacités cognitives. Ça améliore la concentration et l'attention. Ça développe l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Ça diminue le stress et l'anxiété. Ça améliore la qualité du sommeil. Ça améliore aussi l'expression écrite. On nous disait avant que si on voulait être bon en orthographe, il fallait lire. Et oral. Et ça participe au développement personnel. Donc la lecture, c'est quand même quelque chose de très très important. Alors, pourquoi ? C'est important, mais parce que quelque part, on est dans un monde réel, et on sait très bien qu'on a une représentation de ce monde réel et qu'il y a un écart épistémologique entre la réalité et sa représentation. Et donc, il faut de temps en temps quand même s'interroger, réfléchir un petit peu pour passer du réel à la conscience. Et ça, c'est important. Donc, en lisant, ça permet aussi, compte tenu de la différence entre ce que l'on lit et ce que l'on pense, déjà, il y a une confrontation entre les deux, et ça permet la créativité. Je vous ai dit que j'écrivais pour l'université, mais j'ai beaucoup lu aussi, pour pouvoir écrire ce que j'ai écrit. Et je n'ai pas fini. Alors la lecture, c'est en fait, je me répète un peu, c'est une traduction. Il y a dans sa tête, il y a un texte, mais on le traduit dans sa tête en fonction de ses idées. On a des filtres qui correspondent au paradigme qu'on a déjà en tête. Et donc quand on lit, on traduit. De ce fait, deux personnes différentes peuvent lire le même livre et ne pas en retirer exactement la même chose. Alors je voulais aussi signaler, puisqu'on parlait donc beaucoup de l'intelligence augmentée, que ça peut permettre d'écrire, mais ça ne peut pas permettre de lire. Même si ça peut faire des résumés, ça peut compiler beaucoup de choses. En réalité, tout l'intérêt que j'ai signalé tout à l'heure dans la lecture, on ne va pas le retrouver. Alors, c'était un peu ça la conclusion à laquelle je voulais arriver. Le livre est un objet de pouvoir, car il comporte des connaissances, et c'est là qu'est la vraie richesse, ce n'est pas dans l'argent, c'est dans le savoir. Et donc il est recherché par les uns qui veulent s'instruire, mais il est rejeté par les autres qui veulent maintenir leur pouvoir. Et alors là, je ne résiste pas, et devant le livre d'Umberto Eco, Le nom de la rose, et le film aussi,
où des moines copistes mouraient, parce que un des moines voulait protéger, voulait empêcher la lecture de certains livres, et donc il mettait du poison, et quand les gens tournaient les pages, en se mouillant le doigt, ils sont empoisonnés. Donc on revient sur pourquoi certains veulent brûler des livres, au début, Fahrenheit 451. Eh bien, c'est que le livre, c'est à la fois quelque chose d'intéressant, mais ça peut être aussi dangereux pour certains pouvoirs. Donc là, c'est l'économiste qui parle, et je pense que le livre devrait être un bien public, c'est-à-dire qui n'exclut personne. La lecture par les uns n'empêche pas les autres de lire, bien sûr, et il ne faut pas qu'il y ait de rivalité non plus. Seulement, il y a quand même un coût. Et donc, je proposais que, grâce à la dématérialisation numérique, qui réduit quand même les coûts de production, eh bien, on pourrait faire acheter, ou l'État pourrait acheter les droits d'auteur de façon à mettre à disposition gratuitement la connaissance pour tout le monde. Alors, en conclusion, je pense que les deux types de livres sont plus complémentaires que concurrents. Ils devraient cohabiter encore longtemps, même si quand même avec le temps et la tendance à la dématérialisation croissante, à terme, alors peut-être à long terme, mais je pense que le numérique l'emportera. Surtout qu'il y a toujours un coût de stockage aussi, ça a été un peu dit tout à l'heure, les livres, il faut les stocker. C'est pour ça que les bibliothèques procèdent régulièrement à ce qu'on appelle des désherbages, c'est-à-dire ils prennent des livres et ils les jettent, ou ils les donnent. Mais s'il est vrai que les livres papier prennent de la place, les livres numériques, on a dit, coûtent beaucoup d'énergie. Les banques de données, ça consomme pas mal. Et puis, il se pose aussi le problème de la conservation. Le papier, ça se conserve, mais dans des bonnes conditions. On parlait de livres moisis ou des choses comme ça. Avec Eric, nous sommes allés au Sénégal pour un fonds de l'IFAN. Et on a été amené à donner des cours pour la numérisation des documents, parce que sinon... Et donc, on voit qu'il faut des conditions de température, d'hygrométrie, etc., etc. C'est pas facile. Alors, c'est vrai aussi que les supports numériques, ça a été dit, c'est pas aussi éternel. Il y a des changements de format, etc., etc. Mais bon, si on prend le soin de le faire, ça peut être assez vite conservé. Et donc... aujourd'hui, il y a une multiplication des ouvrages et donc il y a des risques de propagande diverse, de théories complotistes et autres processus d'influence. Et donc, je pense en conclusion qu'avec les livres et grâce aux livres, il faut développer l'esprit scientifique, c'est pas du S par exemple, et l'esprit critique, parce que c'est important de se former et pour pouvoir lire intelligemment. Voilà. Ah non, c'est pas là. C'est là. Merci. Et ça a été réalisé sans IA. Merci beaucoup, Marc. Toi, moi, j'ai commencé avec de l'IA et toi, tu finis sans, mais tu finis mieux que moi, je vais commencer. Comme d'habitude.